Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode bonus 86. Percepteur, une bonne ou une mauvaise situation ? Dans le court passage qui raconte la transition entre le brillant Théodebert et son fils Théodebald l'Infirme en 548, Grégoire nous en dit un peu plus sur le dur métier de percepteur au VIe siècle. Les Francs avaient une grande haine contre Parthénius, parce que sous le roi Théodebert, on leur avait imposé des impôts, et ils commencèrent à le poursuivre. Se voyant en péril, il s'enfuit de la ville et supplia 2 évêques de le ramener à Trèves et de réprimer par leurs exhortations la sédition d'un peuple furieux. Grégoire de Tours dit livre d'histoire. Le bon évêque de Tours fait donc surgir dans son récit, un peu de nulle part, un certain Parthénius, grand fonctionnaire et patrice romain au service du roi des Francs. Et pourtant, ce Parthénius n'est pas n'importe qui. Le percepteur du brillant Théodebert vient en réalité d'une des plus grandes familles de la noblesse sénatoriale gallo-romaine et c'est apparemment un descendant à la fois d'Avitus, l'ancien empereur romain auvergnat du 5e siècle, et aussi de l'ancien évêque de Limoges, saint Ruricius. Ce qui tend donc à prouver que sa carrière spectaculaire tient tout autant à son talent qu'à sa famille, comme tant d'autres gallo-romains de cette époque d'ailleurs. Car notre homme va d'abord briller pendant quelques années au service des Ostrogoths en Provence, ce qui lui vaudra non seulement d'obtenir le titre romain prestigieux de patrice, mais aussi de se rendre plusieurs fois à la cour de Ravenne pour se faire un prénom et un petit réseau. Mais, comme notre homme est malin et réaliste, il rejoint à la fin des années 30 la cour mérovingienne, avec l'annexion de la Provence où il va continuer son petit bonhomme de chemin comme dignitaire au service du brillant Théodebert. C'est donc un des premiers patrices connus dans le Regnum, ce qui devait arriver de toute façon au bout d'un moment avec les annexions successives de la Burgondie et de la Provence. Les Mérovingiens n'ont jamais trop voulu s'embêter à imposer une administration et un système unique sur leur empire, car c'était bien trop compliqué. En fait, ils ont toujours préféré laisser en place titres, lois et administrations spécifiques des régions conquises. Un homme complexe donc, mais pas forcément une belle personne. Alors, pas tant par manque de loyauté, avec sa seconde belle carrière à Trèves chez les pires ennemis de ses premiers maîtres à Ravenne, ce qui n'a vraiment rien de bizarre pour l'époque. Mais surtout, parce que si on veut croire Grégoire, ce type est un vicieux et un homme grossier, détesté par la population pour sa main lourde de questions taxes, et en plus de ça, c'est un jaloux maladif qui a fait assassiner sa propre femme et un prétendu amant qu'il soupçonnait de coucher ensemble. Mais, au-delà de ce caractère trouble, le passage révèle surtout que rien n'est simple chez les Mérovingiens, et surtout pas le prélèvement des impôts, aussi peu populaire dans ce pays au VIe siècle qu'au XXIe. Alors, l'idée généralement acceptée à l'époque était qu'un roi du Regnum, comme un bon chef de guerre germanique, devait vivre de ses propres ressources, c'est-à-dire des butins de guerre pris à l'ennemi ou des revenus de ses domaines, appelés paradoxalement pour nous son fisc. Et, entre les terres arrachées lors des conquêtes des premières décennies et les confiscations des terres des rebelles ou des traîtres, on devait quand même parler d'une sacrée fortune foncière au total. En tout cas, pour un homme. Mais pour financer un État efficace, là, c'est une toute autre affaire, vu que rapidement, les besoins des rois vont s'avérer beaucoup plus importants que prévu. Que ce soit pour financer leur diplomatie ou leur administration, ou pour s'acheter des fidélités dans les cités en se montrant généreux avec les évêques, sans parler de financer les opérations militaires extérieures en recrutant des mercenaires germaniques
qui en général ne se battent pas gratuitement. Disons que si tout cela avait pu fonctionner au 5e siècle et au début du 6e, quand le minuscule groupe des Francs sous Chilpéric et son fils Clovis avaient pu s'enrichir fabuleusement en gagnant toutes ces guerres et en avalant 10 ou 20 fois son territoire initial, on arrivait un peu à une limite quelques décennies plus tard. Puisqu'à partir du moment où vous êtes vous-même devenu un empire et que vos nouvelles conquêtes militaires n'ont plus du tout la même relative importance rapportée à votre propre territoire, l'autofinancement par la guerre devient compliqué. D'où le retour, en tout cas la pression, pour maintenir un système fiscal efficace pour se financer, qui est la même solution que celle adoptée par Dioclétien et les tétrarques 2 siècles plus tôt, quand l'Empire a fait face à une problématique quasiment similaire. Sauf que qui dit système fiscal efficace dit normalement 2 choses. D'abord, des registres clairs pour savoir qui doit payer quoi, et ensuite, des fonctionnaires sur le terrain capables de faire rentrer les prélèvements. Or, sous les 2 aspects, on va vite voir que la belle machine fiscale mise en place par les tétrarques n'a plus la même efficacité au 6e siècle. D'abord, parce qu'à l'inverse de l'Empire d'Orient, la pagaille généralisée du 5e siècle a probablement fait disparaître la plupart des registres fiscaux et autres cadastres bien établis par Ravenne, pour savoir qui devait payer quoi, et notamment dans le nord de la Gaule. Et ça, c'est sans même parler des nouvelles terres germaniques. Et puis, l'effondrement de l'autorité impériale avant la reprise en main par Clovis s'est aussi accompagné de la désintégration du corps des petits fonctionnaires locaux payés par l'État pour gérer les collectes. Au début du 6e siècle, les rois du Regnum disposent sur papyrus d'une immense richesse potentielle dans leur royaume, c'est vrai. Mais ils n'ont probablement plus tout à fait les moyens et l'organisation pour aller l'extraire dans les poches des contribuables ou éviter que le peu qu'on arrive à taxer ne finisse en totalité dans les mains des autorités locales. Et ça, c'est sans parler de la culture germanique des Francs, où le chef de guerre est censé enrichir ses soldats avec du butin ou au travers de sa propre générosité. Autant dire que vendre tout à coup à ses guerriers le concept qu'on va reprendre d'une main par l'impôt ce qu'on leur a donné de l'autre comme rémunération devient rapidement problématique. Résultat, nos rois chevelus en sont réduits à concéder probablement des fermes. Alors quand on parle de fermes, rien à voir avec la vie de campagne. Les fermes, c'est le système qui sera en vigueur jusqu'à la Révolution française, où des aristocrates du coin règlent par avance au trésor royal l'impôt pour une région donnée, et à charge pour eux d'utiliser tous les moyens, y compris la force, pour extraire des gueux les sommes nécessaires pour se rembourser. Et au passage, faire un petit profit. Un système parfaitement pourri donc, encourageant les pires excès, mais qui permet aux rois de retirer rapidement du cash de leurs terres sans trop suer, ce qui devait correspondre un peu plus à l'ère du temps et aux priorités des rois, plutôt qu'à s'embêter à reconstruire une administration territoriale efficace. Et un système largement détesté par conséquent, vu comme une infâme tyrannie qui braque tous les guerriers francs, se considérant comme exempts de taxation, avec les ex-gallo-romains ou les semi-libres se découvrant eux aussi progressivement une identité germanique, histoire de se joindre au mouvement. Ou c'est simplement la vieille détestation universelle de devoir payer des impôts dans toutes les sociétés du monde qui ressurgit brutalement au moment où le pouvoir royal est faible, avec la transition du pouvoir entre Théodebert le Brillant et son fils Théodebald l'Infirme. Quelle qu'en soit la cause, personne n'est content en 548. Et c'est donc Parthénius qui va en faire les frais avec cette émeute surprise. On ne sait pas exactement où d'ailleurs, mais si Grégoire dit dans son texte « Les Francs avaient une grande haine contre Parthénius », c'est probablement dans la partie nord du pays, là où justement la conscience populaire est la moins conditionnée culturellement à l'idée de payer des taxes sans discuter, surtout si c'est un sudiste gallo-romain qui prétend s'en charger. L'émeute va prendre une telle force que Parthénius, sans doute accompagné d'une minuscule troupe de garde, est obligé de s'en remettre à 2 évêques du coin pour être protégé. Les 2 hommes, autant par charité chrétienne que par crainte des conséquences, s'ils laissent les gueux défier le pouvoir royal, décident donc de cacher le patrice dans un coffre à vêtements de leur église, histoire de laisser le temps à tout le monde de se calmer en évitant la confrontation. Un subterfuge classique donc, mais pas bête, puisque les rebelles mettent l'église sans dessus-dessous
afin de retrouver Parthénius, mais sans succès, en négligeant le coffre fermé à double tour. Enfin, jusqu'à ce qu'un émeutier, un peu plus perspicace que la moyenne, commence à avoir des doutes. Il exige que l'on ouvre le fameux coffre sous la menace de sa hache et force les évêques à s'exécuter. En tout cas, c'est ce que nous raconte Grégoire en mettant ses collègues dans une situation impossible, forcés d'abandonner à son sort leur protégé, ce qui est parfaitement imaginable d'ailleurs. Ou alors, c'est une version pieuse pour dédouaner ses deux collègues de leur manque de courage, voire cacher leur complicité dans toute l'affaire, ce qui peut aussi parfaitement se concevoir connaissant Grégoire. Mais comme d'habitude, on vous laissera choisir l'interprétation la plus probable. Quoi qu'il en soit, l'histoire finira donc comme on pourrait s'y attendre, avec des ecclésiastiques blancs comme des agneaux et des misérables sans foi ni loi qui tirent Parthénius de son coffre et lui crachent tous dessus en le couvrant d'injures. Mais seulement histoire de se chauffer, puisqu'on va bien évidemment finir par l'exécuter avec un maximum de tourments, en lui tranchant d'abord les deux mains avant de le coller à un poteau pour l'achever par lapidation. Une fin aussi dramatique que spectaculaire qui annonce en réalité le problème à venir pour les rois mérovingiens, à savoir que l'efficacité impitoyable de l'administration fiscale de Dioclétien ne reviendra pas, même avec un roi puissant comme Théodebert le Brillant, et encore moins avec un roi faible comme Théodebald l'Infirme. Et que si on est incapable de continuer une expansion militaire sans fin pour se financer chez les autres, une énorme difficulté est en train d'apparaître pour les souverains du Regnum. Une difficulté qui, un jour, coûtera bien plus cher aux Mérovingiens que la simple tête d'un patrice gallo-romain.